Bonsoir, deux titres constituent la une de cette édition du 20h. Ce soir, sur les antennes de la télévision du Monde. Mouvement d'humeur au port autonome de Douala. Les dockers ont de nouveau observé un arrêt de travail ce mercredi 31 juillet 2019 à l'entrée du port autonome de Douala. Regroupés au sein du syndicat des dockers, du GEPAC, entendez groupement des professionnels des aconniers du Cameroun, ces grévistes dénoncent les mauvaises conditions de travail ajoutées à la non-application du décret du chef de l'État relatif à l'organisation du port autonome de Douala. Des allégations de dockers en colère battues en brèche par l'administration du GEPAC. Également en titre, l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, l'UNIFAC, vient de tenir une session de son comité exécutif à Douala. Il a été question de donner la nouvelle feuille de route de cette institution dirigée par la Guinée équatoriale. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur LTM Télévision pour cette nouvelle édition de l'information. Édition que nous ouvrons par ce mouvement d'humeur au port autonome de Douala, où des dockers ont de nouveau observé un arrêt de travail ce mercredi 31 juillet 2019 à l'entrée du port autonome de Douala. Regroupés au sein du syndicat des dockers du GEPAC, groupement des professionnels des aconniers du Cameroun, ces grévistes dénoncent de mauvaises conditions de travail ajoutées à la non-application du décret du chef de l'État relatif à l'organisation du port autonome de Douala. Des allégations de dockers en colère battus d'un revers de la main par l'administration du GEPAC. Jean-Germain Yedna, Étienne Monté. Des dockers du GEPAC, groupement professionnel des aconniers du Cameroun, de nouveau en cessation d'activité ce mercredi 31 juillet 2019 à l'entrée du port autonome de Douala. Nous sommes en train de manifester un mouvement d'humeur parce que depuis 2017 que nous grèvons, il n'y a jamais eu de solution au port de Douala-Bonabéry. Ça n'a pas d'explication. Parce que nous vivons une situation au port depuis 2017 qui n'a pas de sens. Ce matin, nous avons décidé donc d'arrêter le travail. Mon mari est ici là tous les jours. Il sort tous les jours. Il n'y a pas le travail. Il n'y a pas le travail. À la fin du mois, il n'y a rien. Les enfants ne parviennent même pas à manger les beignets le matin. Regroupés au sein du syndicat national libre des dockers et activités connexes du Cameroun, ces grévistes dénoncent des conditions de travail machiavéliques, ajouter des salaires payés à monnaie de singe et une série de licenciements abusifs. Le président a sorti un décret stipulant que les doivent tous être au PAD. Rien n'est appliqué. Plutôt, quand c'est mauvais, ils appellent la police pour venir nous massacrer. Nous voulons le salaire de base, la prise en charge de nos familles, le 13e mois, c'est ce que nous réclamons depuis 2017. Le docker n'a pas de salaire, ils sont délaissés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de salaire. Il y a plusieurs dockers qui ont été licenciés abusivement. Moi-même, j'en fais partie. Regardez le bulletin d'un docker, 2600, un père d'enfant qui doit payer la maison. Des allégations battues en brèche par l'administration du GEPAC. Le décret du 24 janvier auquel vous faites allusion, c'est un décret du président de la République qui réorganise le port autonome de Douala. Et dans ce décret, notamment dans son article 24, il parle du type de personnel dont peut disposer le port de Douala, le personnel saisonnier, le personnel temporaire, etc. Mais je voudrais que vous regardiez également le décret numéro 93/577 du 15 juillet 1993 qui définit clairement les conditions d'emploi du personnel temporaire, saisonnier et occasionnel. Et dans son article 8, dispose clairement que les dockers ne sont pas concernés par ces trois types de personnel dont nous faisons allusion tout à l'heure. Par ailleurs, vous dites que le personnel docker du GEPAC n'a pas de contrat de travail. Je pense que si nous allons visiter tout à l'heure à notre direction des ressources humaines, vous allez bien voir les contrats de travail, vous allez voir les bulletins de paie, et je pense que certains ont dû vous brandir leur fiche de paie. Deuxièmement, juste à côté, nous avons un centre médical moderne avec pratiquement tous les services
Et nos dockers ont des EPI, nos dockers ont une assurance maladie, nos dockers sont immatriculés à la CNPS. Et au sujet des licenciements en cascade et des salaires de catéchistes, que perçoivent ces dockers du GEPAC? La particularité du contrat docker avec le GEPAC, c'est qu'un docker peut ne pas travailler, mais il est tenu tous les 15 jours de se présenter au GEPAC. Alors il y a des gens qui font d'autres travaux ailleurs, dont en réalité ce qu'ils font, c'est qu'ils s'arrangent pour que dans la quinzaine, ils puissent manifester leur présence dans le système biométrique. Et donc à la fin du mois, ils n'ont pas de salaire, c'est normal. Non seulement ils n'ont pas travaillé, mais ils ne se sont même pas présentés pour bénéficier des 5 heures de travail gratuit par jour. Ce sont ces bulletins de paie qui sont brandis à gauche et à droite et dire que les gens sont payés 5 heures. Le GEPAC disposait jusqu'alors de 2700 dockers pour une activité qui ne nécessite que 800 dockers. Or, comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'un docker arrive et ne trouve pas de travail, il est payé 5 heures gratuitement, sans toutefois avoir travaillé. C'est 600 millions dépensés l'année dernière pour ce non-travail. Nous ne pouvons pas continuer à supporter ces charges-là. Et c'est pour ça que nous avons décidé, dans un processus respectant les lois et règlements de la République, de pouvoir engager un processus de licenciement pour motif économique. Un mouvement d'humeur de ce jour qui a vu l'interpellation du sieur Jean-Pierre Vundi Ebalé, patron du syndicat des dockers. Il y a eu un président de syndicat qui n'est pas docker pour des revendications factices, qui s'est introduit dans l'enseigne portuaire avec les éléments incontrôlés et non dockers, avec l'intention de s'aimer le désordre, de perturber le travail. Heureusement, la police a fait son travail. Actuellement, le leader a été interpellé par un certain commissaire du GMI, M. Méfiré. Il serait actuellement en train de se positionner au niveau de la PJ régionale du littoral. Nous demandons sa libération immédiate. Et au moment où nous allons sous presse, très tard cette soirée du mercredi 31 juillet 2019, le président du syndicat national libre des dockers et activités connexes du Cameroun et 2 autres délégués du personnel, interpellés depuis ce matin, seraient encore en détention préventive à la police judiciaire de Bonanjo. Ils sont environ 300 pèlerins qui ont quitté la capitale régionale du Nord Cameroun pour mettre le cap sur la capitale de l'Arabie Saoudite en vue d'accomplir le 5e pilier de l'islam, précisément la Mecque. Leur départ de Garoua était coordonné par Jean Abatédi, le gouverneur de la région du Nord, Adrien Bodem, Seydou Fonzi. Personne ne manque à l'enregistrement, pas de retard. Les 287 pèlerins camerounais candidats au Hajj 2019 quittent le Cameroun via l'aéroport international de Garoua. Ils vont accomplir le 5e pilier de l'islam. Fierté, un sentiment de vouloir affronter les obstacles qui m'appellent parce que le Hajj ne va pas tout deux. Il faut qu'il y ait d'abord l'appel du Seigneur et puis on se prépare en conséquence. Là où je suis prêt sur le plan moral, physique et autres. Lorsque vous avez de l'argent qui vous permettre de satisfaire la famille, de payer votre billet, l'hôtel, ça veut dire que c'est une obligation d'office. Si vous ne le faites pas, vous serez châtié. Si vous le faites, vous allez accomplir le 5e pilier de l'islam. Pour éviter les fausses notes régulièrement enregistrées au moment du Hajj, Jean Abatédi, gouverneur du Nord Cameroun, a fait le déplacement. Le numéro 1 de la région traque les moindres dérapages. Tout est fait ici pour faciliter la tâche aux pèlerins. Je dirais que ce grand moment de prière de la communauté musulmane nous interpelle parce que le Hajj est un des 5 piliers de la religion musulmane.
Nous pensons que ce moment où cette communauté est appelée à aller exécuter cette mission à la Mecque, c'est aussi un grand moment pour espérer non seulement un approfondissement de leur vie spirituelle individuelle, mais aussi et surtout de prier pour la paix, non seulement pour la région, mais aussi pour le pays tout entier. Ces hommes et femmes vont donc séjourner en Terre Sainte pendant près d'un mois. La phase aller s'achève le 31 juillet pour un retour prévu au Cameroun le 24 août 2019. Ces 287 pèlerins de Garoua ne seront pas les seuls à fouler le sol de la Mecque. Plusieurs autres sont attendus, des centaines recensés sur l'ensemble du triangle national. Résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Les chefs traditionnels sortent de leur réserve et proposent le retour aux us et coutumes ancestrales via un rituel de bénédiction. L'annonce de ce rituel a été faite ce mercredi à Douala au cours d'une conférence de presse de présentation de la caravane du vivre ensemble et de la paix. Frédéric Moutomé, Christian Tamfou. Trop c'est trop, le sang des Camerounais a déjà assez coulé sur la terre de nos ancêtres, dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun et même à l'extrême nord du pays. Ce message est celui des chefs traditionnels du Cameroun qui, réunis dans une plateforme au lendemain d'un rassemblement à Batchenga, entendent donner de la voix pour tenter une conciliation dans ce qui est désormais considéré comme étant la crise sécuritaire jamais vécue par le pays de Paul Biya. C'est grave. L'heure est grave. Notre pays se trouve menacé par une crise sans précédent, menacé par un discours de haine qui fragilise notre vivre ensemble. Et les chefs ont estimé que le moment était peut-être venu pour eux de s'adresser à la nation dans un message fort. La caravane est une initiative des gardiens de la tradition de tous bords du Cameroun, sans aucun exclusivisme ni ostracisme. Elle est subséquente aux crises sociopolitiques dont fait face notre pays. Elle naît de l'appel de Batchenga. En effet, il sied de rappeler que le 22 juin de cette année, sur l'invitation du Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières à Batchenga, il a été pris des résolutions sur deux axes à l'effet de sortir notre pays du marasme actuel. Sur les menaces à la paix et les violences exercées sur les hommes et les biens, d'une part, et d'autre part sur la crise sociopolitique que traverse le Cameroun. Aussi, dans un échange nourri avec les hommes et femmes de médias au palais d'Ikaakwa de Douala. Ce mercredi, ces gardiens de la tradition, à la tête d'une initiative baptisée la caravane des autorités traditionnelles et coutumières pour la paix et le vivre ensemble, entendent invoquer les ancêtres pour une union des cœurs et des esprits autour des idéaux et des valeurs de la République du Cameroun. Nous avons l'habitude de dire que la paix n'avait pas de prix, la paix n'a pas de prix. Et que dans le contexte actuel, pour nos chefs traditionnels, toute solution visant à ramener la paix est salutaire. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait croire que notre action portera? Les chefs n'ont pas coutume d'intervenir très tôt. Les chefs n'ont d'ailleurs pas vocation à réagir les premiers. Les chefs interviennent en dernier et quand le chef parle, on sait que le chef a avec lui des forces, des attributs qui permettent à sa parole d'avoir un impact. Et ce qui fera démarquer notre discours de tout ce qu'on a entendu jusqu'ici, c'est la force de nos traditions. C'est sur la force de nos traditions, sur notre spiritualité que nous comptons, parce que nous en avons
fois pour retourner la situation de crise que le pays traverse. L'action portée à les chefs traditionnels du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit des 10 régions du triangle national, et dont le coup d'envoi sera donné à Douala, capitale économique du Cameroun, porte d'entrée et de sortie du triangle national, dès ce vendredi et ce jusqu'à ce dimanche 4 août 2019, connaîtra son apothéose sur les berges du fleuve Vouri, autour d'un rituel sacré de bénédiction pour un plus jamais ça au Cameroun, avec en toile de fond la paix et le vivre ensemble retrouvés par les fils et filles d'une même nation, le Cameroun. Un Cameroun à votre suite, Frédéric Moutomé, qui reste un véritable réservoir de matières premières, riche de son sol et surtout de son sous-sol, à la suite d'une récente étude menée par la Banque mondiale à hauteur d'un financement de près de 34 milliards de francs CFA. Ce sont 300 sites de gisements de minerais qui ont été découverts dans au moins 5 régions du Cameroun. Toujours selon cette institution de Bretton Woods, l'occurrence devrait dépasser d'ici septembre prochain 500 gisements de minerais. Les précisions dans ce reportage. Le Cameroun est un véritable gisement minier. Si dans le cadre de l'opération d'exploration du terroir, 300 sites miniers ont été recensés selon le ministre en charge des mines, ce chiffre est en constante progression. Selon une note de la Banque mondiale, le nombre de nouvelles occurrences dépasserait largement les 500 sites miniers d'ici septembre 2019. 5 régions du Cameroun, l'Est, l'Ouest, la Damawa, le Nord et le Centre sont considérés comme les réservoirs de cette richesse du sous-sol camerounais. Toujours selon l'institution de Bretton Woods, le projet de renforcement des capacités dans le secteur minier mené en 2014 a déjà permis des levées aéromagnétiques et gravimétriques. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour comprendre ça. Vous voyez la bande noire là, c'est ça le minerai, c'est ça la minéralisation. Dont plus de 18 000 échantillons prélevés. L'on note la présence de divers minerais tels que l'or, le cobalt, le nitrate, le manganèse ou encore l'uranium signalés dans les régions sous étude. En attendant la présentation des résultats définitifs de ces études en septembre prochain, le ministre en charge des mines indique que le Cameroun abrite la majeure partie de la ceinture de minerais de fer de l'Afrique centrale qui s'étend du Congo en passant par le Gabon. Dans cette zone, en effet, l'on retrouve le plus important gisement de fer du monde en Balam, des gisements de fer en Côte, des gisements de minerais, des mamelles de Kribi et le plus grand gisement latéritique de cobalt du monde se trouve sous les terres de Lommier. Célébrée pourtant depuis plus d'un demi-siècle, la journée de la femme africaine reste méconnu au Cameroun. On en parle peu, pourtant le congrès de Dakar de 1974 consacre la femme africaine comme pièce maîtresse du développement du continent. Adrienne Obodem. Il aura fallu attendre le premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes de Dakar 1974 pour voir la femme africaine enfin érigée en pièce maîtresse du développement du continent. Des femmes capables de conduire les changements. Plus de 50 ans après les travaux de Dakar, beaucoup reste à faire pour que la voix de ces dernières compte. Jusqu'ici, le chemin parcouru a permis de relever le défi de la scolarisation de la jeune fille. Accès à l'éducation, la clé pour accéder à toutes les strates de la société. À l'échelle du Cameroun, la sous-scolarisation de la jeune fille demeure un sérieux obstacle à son épanouissement. Plus de 3 millions d'entre elles sont sous-scolarisées. Les statistiques du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille le relèvent, 70% des filles camerounaises sont analphabètes, vivant sous le seuil de pauvreté. Absence d'éducation primaire universelle qui limite ces dernières, frange de la population des plus importantes sur le continent en termes de nombre, une force pourtant mal ou sous-utilisée. Aujourd'hui, les plaidoyers se multiplient en faveur de l'épanouissement de la femme africaine. On assiste progressivement à une prise de conscience générale, une féminisation de la politique qui a permis aujourd'hui d'atteindre un pourcentage non négligeable des femmes dont les parlements africains. Elles représentent plus de 50% de la main-d'œuvre dans plusieurs pays africains. Le continent noir est le seul au monde où les femmes
plus que les hommes optent pour l'entrepreneuriat. L'avenir de cette partie du pays ne se fera pas sans ces femmes, même si pour l'heure, du chemin reste encore à parcourir pour garantir l'épanouissement de la femme africaine. La célébration d'une journée peut en cacher une autre. Il s'agit de la journée mondiale contre la traite des êtres humains. À l'occasion de cette journée célébrée hier, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a interpellé plus que jamais les organisations humanitaires à lutter et à œuvrer pour le respect de la Convention des Nations Unies visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, plus touchés par ces exactions. Praxet Toulou. Parti pour l'Eldorado, certains sont restés captifs. Un espoir qui se transforme en cauchemar, je parle de l'horreur. En cette journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains, réaffirmons notre détermination à empêcher les criminels d'exploiter impitoyablement les êtres humains. Ces propos sont issus du message fort d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, en cette journée du 30 juillet 2019, durant laquelle se célèbre la journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains. La traite des êtres humains est un crime odieux qui n'épargne aucune région au monde. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, environ 72% des victimes recensées sont des femmes et des filles. Et le pourcentage d'enfants a plus que doublé entre 2004 et 2016. Dans la majorité des cas signalés, les victimes sont destinées à l'exploitation sexuelle. On compte aussi de nombreux cas de traite à des fins de travail forcé, de recrutement d'enfants, soldats et d'autres formes d'exploitation et atteinte. Beaucoup d'Africains le vivent d'ailleurs en Libye. Nadia Mourad, première victime de la traite d'êtres humains à avoir été nommée ambassadrice de bonne volonté de l'Organisation des Nations Unies, a reçu à juste titre le prix Nobel de la paix 2018 pour avoir mobilisé l'énergie de la communauté internationale en vue de mettre fin à la traite et à la violence sexuelle en temps de conflit. Les conflits armés, les déplacements, les changements climatiques, les catastrophes naturelles et la pauvreté exacerbent la vulnérabilité et le désespoir qui permettent à la traite de prospérer. Les migrants sont pris pour cible. Des milliers de personnes sont mortes en mer, dans le désert et dans les centres de détention aux mains de trafiquants et de passeurs pratiquant un commerce aussi abominable qu'impitoyable. Mais l'indifférence quotidienne à l'égard de l'exploitation et des atteintes qui se produisent autour de nous a elle aussi des conséquences dévastatrices. Que ce soit dans le domaine de la construction, de la production alimentaire ou de la fabrication des biens de consommation, d'innombrables entreprises tirent profit de la misère. Des initiatives multilatérales ont donc permis de faire avancer les choses, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale, organisée en son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants. Hors de nos frontières à présent, en France, après la découverte et l'identification du corps de Steve Maya, retrouvé non loin de Nantes, après près d'un mois de battu, Édouard Philippe, le Premier ministre français, a présenté le rapport IGPM sur la soirée de sa disparition. Les détails de nos confrères d'Euronews. Le gouvernement français a promis de faire toute la lumière sur la mort de Steve Maya Caniço. Lors de son allocution, le Premier ministre Édouard Philippe a déclaré que le rapport de la police des polices n'établit pas de lien entre l'intervention des forces de l'ordre et la disparition du jeune homme. Il a également annoncé l'ouverture d'une enquête de l'inspection générale de l'administration, notamment pour savoir dans quelles conditions l'événement a été géré le soir de la fête de la musique à Nantes. Une bonne initiative pour l'association Freeform qui accompagne partout en France les jeunes organisateurs de rassemblements festifs. Tout ce qui participe à la manifestation de la vérité dans ce dossier-là est une bonne chose.
Donc ça va dans le bon sens. Voilà. Après, nous, ce qui nous étonne un petit peu, c'est le fait d'affirmer un peu de manière péremptoire que l'intervention policière n'a pas créé de quoi que ce soit comme trouble ou comme problème auprès du public, alors qu'on a de nombreux témoignages de jeunes qui expliquent qu'ils ont été aveuglés par les gaz lacrymogènes, que du coup ils ont marché et qu'ils sont partis, ils sont tombés dans l'eau. Les déclarations d'Édouard Philippe font aujourd'hui polémique, notamment du côté de l'opposition. Jean-Luc Mélenchon s'est dit convaincu qu'il n'y aura pas de justice rendue. L'Union syndicale solidaire a appelé ses militants à rejoindre tous les rassemblements pour la mémoire de Steve et demandé au gouvernement de faire cesser immédiatement la répression policière. L'avocate de la famille évoque une affaire d'État. L'Allemagne envisage de rejoindre une mission navale américaine dans le détroit d'Ormuz. Il faut dire que pour sauvegarder la route vitale du pétrole, Washington a sollicité le soutien de Berlin. Les précisions, une fois de plus, d'Euronews. L'Allemagne envisage de rejoindre une mission navale américaine dans le détroit d'Ormuz. Au milieu des tensions avec Téhéran, Washington cherche l'aide des alliés pour sauvegarder la route vitale du pétrole. La ministre allemande de la Défense s'est exprimée à ce sujet après une réunion avec le secrétaire général de l'OTAN. Nous avons actuellement une demande de la part des États-Unis, comme d'autres partenaires internationaux, en vue d'une éventuelle mission. Nous évaluons actuellement ces exigences en étroite collaboration avec la Grande-Bretagne et la France. Nous le faisons en particulier dans le contexte de notre objectif politique et diplomatique. Et dans un contexte général, une décision correspondante sera prise. Les inquiétudes concernant la sécurité de la navigation dans le Golfe se sont intensifiées après la saisie par l'Iran d'un pétrolier britannique dans la région. Depuis que les États-Unis se sont retirés de l'accord nucléaire iranien, les relations entre la République islamique d'Iran et l'Occident se sont détériorées. En sport à présent, l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale vient de tenir son comité exécutif à Douala. Au cours de cette assise, il a été question d'élaborer une nouvelle feuille de route. Zobel Apollinaire Bon. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour des assises de Douala qui ont abouti à un certain nombre de résolutions. Parmi elles, la tenue de l'Assemblée générale élective au Gabon le 31 août prochain. Et sur le terrain, il a été décidé que le tournoi féminin se jouera du 16 au 25 septembre 2019 en Guinée équatoriale. La République démocratique du Congo, pays de l'ex-président de l'UNIFAC, Patrice Ngaïsona, organisera quant à lui le tournoi U20 au mois de novembre prochain, avant le Cameroun, qui prendra le relais au mois de décembre pour le tournoi U17. Les travaux tenus à huis clos se sont déroulés dans une ambiance confraternelle et le Cameroun y était valablement représenté par Sédou Bobondjoya, président de la Fédération camerounaise de football. Rappelons que l'UNIFAC réunit en son sein 6 pays, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, le Tchad, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe et le Cameroun. Elle est actuellement dirigée de manière intérimaire par l'équato-guinéen Gustavo Ndong Edou, président en exercice de la Fédération guinéenne de football. Avant de refermer définitivement cette édition de l'information ce soir, le rappel des principaux sujets qui ont constitué la vitrine. D'abord, ce mouvement d'humeur au port autonome de Douala, où les dockers ont de nouveau observé un arrêt de travail ce mercredi 31 juillet 2019 à l'entrée du port de Douala. Regroupés au sein du syndicat des dockers du GEPAC, groupement professionnel des aconniers du Cameroun, ces grévistes dénoncent les mauvaises conditions de travail ajoutées à la non-application du décret du chef de l'État relatif à l'organisation du port autonome de Douala. Des allégations de dockers en colère battues en brèche par l'administration du GEPAC. Et puis en sport, l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale vient de tenir une session de son comité exécutif à Douala, où il a surtout été question d'élaborer une nouvelle feuille de route. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir une fois de plus accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.